Ad corsa a prima liberata dalla sommacchia in resistenza armata ricevia alleati d'ogni nome, ogni casata. S'americani tutti giovanuttoni, son nero bianchi, portano no galloni, soppe parte per Cassino, a fattage i cannoni. Les premiers mois de 1944, les Alliés, dans leur reconquête de l'Italie, ont piétiné devant Cassino. Ils ont bombardé l'antique monastère et cherchent à percer. Il leur faut d'abord empêcher les renforts et les approvisionnements allemands d'atteindre le front. C'est l'opération Strangle, étranglement. Mais les gros bombardiers sont inefficaces. Les ponts, les routes, les voies ferrées sont au fond des vallées encaissées. Le seul moyen de les détruire, c'est le bombardement de précision en piqué. C'est pour cela que Bill Hahn, le chef armurier du 65e Squadron, recable le P-47. Il installe de nouveaux lance-bombes sous la direction de son chef, le jeune lieutenant-colonel Gil Wymond. Wymond, à l'esprit inventif, fait ajouter des tuyaux lance-roquettes aux 8 mitrailleuses. Avec, bien entendu, les caméras de Sturgess. Le Thunderbolt devient un engin de frappe de précision qui requiert un pilotage particulier, dangereux, que Wymond met au point. Wymond est aussi un tacticien hors pair qui sait désigner un objectif et les moyens de le détruire. Il va maintenant passer à l'action. À partir de la côte de Corse, le dispositif se met en place. Direction l'Italie. Section leader, section rouge, section bleue. C'est moi qui commandais la section B comme bleu. Wymond voulait toujours que je sois aussi son ailier, parce que j'avais une vision exceptionnelle. Tous sont entraînés pour obéir instantanément au chef, à Wymond. C'est lui qui fait la navigation. Les ailes à la limite de se toucher. S'il tourne, on tourne. S'il monte, on monte. S'il pique, on pique.
Français du groupe Lafayette suivent avec les mêmes avions, les mêmes lance-bombes, les mêmes dangers. Les bombes sont lâchées. L'avion remonte. C'est la terrible ressource à plusieurs G, c'est-à-dire plusieurs fois la pesanteur. Une remontée qui bloque la circulation du sang dans le cerveau. Le voile noir. La guerre, pour un chasseur, c'est un travail physique. C'était très crevant. Tout le monde a gardé les séquelles, d'ailleurs. Soit dans la colonne, ce soit dans les reins, ce soit dans la tête. Le combat aérien, c'est vraiment un travail de forgeron. Hein. L'objectif est vraiment trop petit. Beaucoup de ces bombardements ne peuvent pas être précis. Vous savez qu'on les loupait souvent. Hein. Je veux dire qu'on n'avait pas une précision extraordinaire. Hein, parce que ce bombardement se faisait, si vous voulez, tout était approximatif. C'était par évaluation successive. Mais alors, quand vous regardiez, vous voyez 2 bombes là, 2 bombes là, 2 bombes là. Quelquefois, tac, 2 bombes sur l'objectif. Il faut retourner sur l'objectif à travers la flaque, l'artillerie allemande. On voyait les traçantes qui passaient. Dans ce piquet, il y avait 3 parapluies à traverser. Un parapluie d'éclatement blanc qui était les 88, parce que sur les objectifs, ils déclenchaient tout un appareillage avec les obus qui éclataient à la même altitude. Le parapluie de la 88, c'était les noirs. Ensuite, il y avait les blancs, c'était les obus de 40, qui éclataient à 1500 mètres, à peu près, 2000 mètres. Et puis après, il y avait les petits canons à main qui étaient en bas. Alors, quand on traversait ces couches, surtout que souvent on l'entendait, il y avait une petite appréhension. Mais enfin, on était très pris par le pilotage et ça n'intervenait pas beaucoup. Je ne sais pas en quoi vous êtes fabriqué. Hein. Je veux dire, personnellement, je suis stupéfait de vous entendre dire ça de cette manière. On avait une petite appréhension. Je serais tout simplement mort de trouille. Rien qu'à l'idée de voir ces trucs-là. Rien qu'au plan, quand on voit les films. Oui, mais on ne peut pas se substituer au sentiment qu'on a à cette époque. Quand on est dans le coup, c'est tout à fait différent de sang-froid. Je n'oserais pas refaire une émission de sang-froid, mais quand on est dans l'élément environnant, où on ne rêve que d'une chose, c'est de faire l'émission, de réussir, de ne pas se faire descendre, bien sûr, mais enfin, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, il est offensif. Ce qu'on veut, c'est détruire ce qu'on doit détruire, c'est se battre si on rencontre un avion en l'air, mais ce n'est pas la crainte d'être abattu. Les pertes sont terribles. Heureux ceux qui rentrent, même si un obus allemand a fracassé leur train d'atterrissage. On a quand même 21 pilotes du groupe qui ont été tués. Alors, je ne sais pas combien il y en avait, ça va être une trentaine. Vous avez été descendu vous-même? Non, jamais. Jamais. J'ai bien failli plusieurs fois, mais non, on ne voulait pas de moi. À 20 ans, lorsque l'on part tous les jours en mission, on est dans un temps merveilleux comme ça, vous survolez les côtes corses, vous imaginez être dans un avion de tourisme, visiter des plages et regarder les montagnes, et puis en face, c'est le bruit des canons, c'est les chasseurs qui vous attaquent, et ils n'étaient pas habitués à ce type d'expérience, puisqu'ils s'imaginaient qu'ils allaient gagner la guerre assez rapidement, et là, ils se sont retrouvés devant un ennemi implacable, et donc ils ont commencé à avoir peur, d'autant plus qu'ils vivaient des expériences horribles, de perdre des copains, un bras arraché, une tête qui s'écroulait ensanglantée sur le tableau de bord, et quand ils revenaient, ils étaient traumatisés, à telle sorte que quand ils descendaient de l'avion, ils vomissaient, et le personnel au sol faisait semblant de ne pas les voir. Et ils essayaient d'allumer leurs cigarettes, ils avaient les mains qui tremblaient, et c'était les crew chiefs qui discrètement venaient leur coller une cigarette aux lèvres, de façon à ce qu'ils se calment un peu. Est-ce qu'ils buvaient trop? Non. Très honnêtement, je peux vous dire qu'en 3 ans de guerre, je n'ai jamais vu un pilote sous dans un cockpit. De toute manière, Wymond est au milieu d'eux
pour bien veiller à ce que les choses n'aillent pas trop loin. Il se détend lui aussi et se prête à leur jeu de gosse. Just came true. I'll never forget the wonder that was you tonight. Il sait bien pourquoi ces pilotes boivent. Pas seulement à cause de leur peur. C'était aussi par ennui. Nous étions si jeunes qu'on n'aurait même pas eu le droit d'acheter de l'alcool aux États-Unis. Et ici, nous avions du cognac 3 étoiles sous le lit. Moi, j'ai bu en pilotant. Je ne l'ai jamais dit à personne. Vous êtes le premier à qui je le dis. Non, non, non. Ils racontent des coups. Ça n'est jamais arrivé. Pourtant, l'alcool devient un vrai problème autour de la base quand il y avait ce bar que nous avons retrouvé. Ce bar Napoléon a disparu à l'occasion d'une grande bagarre. Il y avait une vingtaine d'Américains qui étaient sous et ils ont commencé à insulter le garçon. Et il y en a un qui a pris une bouteille à la main, qui a essayé de donner un coup de bouteille sur la tête du garçon. Bon, il s'est retiré, et la bouteille s'est brisée sur le comptoir. Et les autres qui étaient à table ont commencé, avec les verres qui étaient sur la table, à balancer des verres d'un côté. Ils ont tout cassé. J'ai entendu des cris, des hurlements et je suis venu. Et il y avait à l'intérieur une vingtaine d'Américains. C'était des hommes qui mesuraient 2 mètres et le garçon était pratiquement seul. Enfin, lorsqu'il y a eu des cris d'un côté et de l'autre sur la place, nous sommes tous courus. On a commencé à rebattre avec les Américains. Et finalement, on était nous autres 7 ou 8, et les Américains ont été massacrés. Et il y en a qui ont été même blessés par balle. Et le bar a été, mais il n'y avait plus rien, ni chaise, ni comptoir, plus rien. Tout était brisé à l'intérieur. Et le bar, à partir de cette date, il y a les Américains qui sont venus, la military police, ils ont encerclé le bar, et ça a duré jusqu'au matin. Et à 50 ou 60 mètres, moi j'avais un terrain où il y avait des artichauts, on a ramassé 3 ou 4 Américains qui étaient blessés. Il y avait des parties de poker, des poignées de dollars qui changent, de grosses poignées de dollars qui changeaient de main en quelques heures. Et souvent, les parties de poker, il paraît qu'à 2 pas d'ici, à Moriani, on battait les cartes dans une grande cuve à vin. C'était les tripots clandestins de la côte orientale. Et à Folelli, une nuit, la partie de cartes s'est terminée en western. Bien. Les caméramans de Sturgis surprennent Wymond lui-même en pleine partie de craps, le jeu de dés de tous les soldats, qui peuvent y perdre beaucoup de dollars. Les filles sont évidemment au centre de toutes les préoccupations. On en voit quelques-unes sur la base qui viennent distribuer des donuts, les horribles beignets suintants d'huile dont les Américains sont si friands. Dans la drague, les officiers ont plus de chance que les mécanos, qui doivent se contenter des tournées de l'USO, le théâtre aux armées. Les Français du Lafayette, séparés des Américains par toute la longueur de la piste, n'ont pas droit aux filles de leur Croix-Rouge ni à leur spectacle. Mais à nous les petites Corses. En Corse, vous croyez courir les filles, mais vous avez le frère, le père, le beau-fils et tout. Il n'était pas question de courir les filles, en Corse. On n'avait pas tellement de temps, et puis d'abord on vivait sous la tente, en bordure de l'Alto. Et puis on volait pas mal, hein. Tous les jours il y avait 2 ou 3 missions. Ça ne nous aurait pas empêché de courir la gueuse s'il y avait eu des gueuses. Mais il n'y avait pas de gueuses. On a des rapports des médecins américains
qui disent que en arrivant en Corse, où les mœurs étaient quand même relativement austères et les jeunes filles ne sortaient que la nuit comme ça, le taux de maladie vénérienne a chuté en... On ne pensait pas trop à ça. On avait quand même un souci à demeure. On vivait dans l'espoir de pouvoir libérer la France et de pouvoir se battre. Les distractions étaient plutôt rares. Comme on avait une Jeep à notre disposition par patrouille de 4, eh bien on sillonnait un peu la Corse. On allait par exemple à l'île Rousse ou bien on descendait à Bastia. Et comme ça, j'ai visité un peu le nord de la Corse, que je ne connaissais absolument pas, où on était partout accueillis de manière splendide par les Corses, qui nous donnaient et qui nous offraient toujours à dîner avec des grosses plâtrées de nouilles, du saucisson local. Enfin, c'était très sympathique. Le nouveau monde a parfois plus de chance que l'ancien. En tout cas, il met les chances de son côté. Je suis tombé amoureux d'une jeune personne de Piana, de l'autre côté de l'île. J'avais été abattu, j'avais sauté en parachute et on m'avait envoyé au repos pour quelques jours. Et là, j'ai rencontré cette fille. Ce fut un court moment merveilleux. Elle m'a montré l'île, les plages. C'était beau. Gil Wymond a rencontré quelqu'un. Il écrit à ses parents une lettre qu'a retrouvée son fils 60 ans plus tard. Voici le passage, daté du 5 mai 1944. Demain, on va danser. Il y a 25 infirmières qui vont venir. Je sors déjà avec la plus mignonne. Elle s'appelle Chrissinger. On la surnomme Chris. Elle est de Pennsylvanie. Sur la plage d'Alto, à l'écart des autres, tous bien sûr très envieux, Gil Wymond flirte. Image inédite, filmée par son meilleur copain, Richard Hunziker. Le major Hunziker est le second de Wymond, un curieux personnage haut en couleur. Un acteur né. Son comportement toujours un peu théâtral le rend populaire auprès de l'équipe des cinéastes de Wyler qui n'hésitent pas à faire un peu de mise en scène avec lui. C'était le tournage et maintenant le film. Here, roll this to bring it back. Major Richard O. Hunziker of Tucson, Arizona. Got 179 missions. Tous les Thunderbolts vont détruire 160 000 camions, 9 000 trains et 6 000 blindés.
la flaque frappe durement. L'un des avions du groupe, touché, arrive péniblement à rejoindre la Corse, mais ne réussit pas à atteindre le rivage. Où il est cet avion là? Alors cet avion est à peu près ici, voilà, à 1,50 km, 2 km de la côte, et par environ 15 mètres de fond. Là, j'ai eu le choc de ma vie. Sous moi, à peu près, je crois, une quinzaine de mètres, il y avait un avion de chasse. Mais avec tout, avec les mitrailleuses. Progressivement, on a d'abord eu l'histoire de l'avion, où il avait été fabriqué, c'était un P-47 Thunderbolt. La recherche a continué, et on a fini par avoir le nom du pilote. D'ailleurs, j'ai gardé tout ça là-dedans. J-Ray Donahue. Monsieur Donahue est venu nous voir ici avec une cérémonie assez touchante parce qu'un de mes amis lui offrait le manche à balai de son avion. The souvenir is inside. Beautiful. Yeah. Tu vois? No idea, hein? Oh! Magnificent! Magnificent! That is... Look at that. It's perfect. Huh? Just perfect. Et petit à petit, on découvre d'autres secrets. On a découvert d'autres avions aussi. Je ne sais pas si nous livrerons leurs secrets, peut-être, on verra. Il y en a beaucoup? J'en ai trouvé 3, finalement. Avec celui-là, on en a trouvé 2 autres après. D'autres qui sont en très très mauvais état. Très mauvais état. C'est tous des avions américains ou... En ce qui concerne 2, oui, on en est plus ou moins sûr. Le dernier, c'est moins évident parce qu'il est vraiment en très très mauvais état. On retrouve toujours des morceaux d'ailes qui, lors de crues, se retrouvent au bord de rivières. C'est des morceaux qui étaient dans des trous que les Américains avaient creusés en bord de rivière. Au bord de la rivière, Gil Wyman fait construire une cabine pour les pilotes par les pilotes. Ces étudiants d'université se rappellent leur année d'architecture. Le chef de la 2e escadrille a beaucoup bricolé avec son père au Kansas. Et tous, entre 2 missions mortelles, peuvent profiter de la vie et du fiume Alto. Americani, tutti giovanutoni, son nero bianchi, portano no galloni, soppe parte per Cassino, a fattage i cannoni. Se barratato tanto in franca amicizia, o e pustimmi per pane di delizia, di panni e di scarpi noi ce n'è stata una divizia. Serratia e alto, e vinete portati, da sopra pori parecchi so cascati, una notte di Natale